fait une scierie, la recette a fait une grosse scierie. Hop. Normalement il y avait 3 allées, puis là la dernière intervention, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Donc c'est une récolte tous les 4 ans que vous faites? 3-4. 3-4 ans. Ça dépend ce qu'on va vouloir. Si c'est pour de la perche de mur, ça c'est suffisant. Et si c'est pour de la perche de toit, il faut ce diamètre-là. Un peu plus gros. Ouais. Donc non, c'est ça au bout de 3 ans. Donc là, il y a vraiment, chaque année, on intervient et on fait une bande. D'accord. Et Le prix, c'est entre la compétition pour la lumière et puis la cale à rose. Mais tous ces arbres-là, ils ont... non, à part, tu vois, celui-là, il est en bordure. Du soleil, il en a tant qu'il veut et il est crevé sur pied, quoi. Ah, tu vois, encore ça. Tout ça, cette marque-là, c'est des très bons marqueurs, ouais. Donc là, vu comme ça, là, si je fais un tour d'horizon, c'est 100% des arbres qui sont touchés. Hein. Ça, c'est mort. Alors ça, c'est peut-être plus la compétition. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est contaminé. Voilà, c'est là, partout. C'est rare d'en avoir autant. D'habitude, c'est un paquet de feuilles, ça va être des petites branches qui se dessèchent. Et alors ça peut se voir sur les grands, mais c'est quand même pas si fine que ça. Donc le champignon, il va progresser dans le rameau et puis il va s'arrêter au bout d'un moment. Et en soi, si ça s'arrêtait là, ce serait pas très grave. Donc les motivations pour lancer le programme Plantons les têtards de demain, donc c'est un programme qui a été lancé par le Parc naturel régional du Marais Poitevin, qui s'est mobilisé il y a maintenant 5 ans, en 2015, en sachant qu'il y allait avoir une attaque sanitaire liée à la cale à rose, on va en parler, la maladie du frêne. Et on est un territoire qui a beaucoup de frênes. Donc on savait en avance qu'on allait avoir cette problématique sanitaire et du coup on s'est interrogé sur comment œuvrer pour anticiper quelque part cette situation et pas la subir de plein fouet une fois qu'elle serait présente. Voilà, donc le parc s'est mobilisé, on a lancé une grande étude paysagère notamment, mais voilà, qui a assemblé plusieurs experts de différentes compétences, des naturalistes, des géographes, des écologues. Et puis on a mis en place des ateliers avec les acteurs du territoire pour vraiment mobiliser tout le monde, on va dire, autour de ce sujet-là, de l'avenir du paysage du Marais Poitevin, en lien avec ce contexte sanitaire un peu compliqué lié à la cale à rose. D'accord, je propose de refaire un petit tour là, ce petit tour là, On en mettra un petit peu plus. pour compter un peu plus ce qu'on veut mettre. Du coup il y aura une rangée de charmes, une rangée de chênes. Ouais. Pas d'érable, t'aimes pas d'érable? Si, érable carrément. Alors, moi la particularité c'est qu'à l'époque j'étais pas encore dans le Marais Poitevin, enfin, j'étais pas encore au parc. Moi j'ai répondu à l'appel d'offres en fait pour l'étude paysagère. J'étais en bureau d'études à ce moment-là. J'ai pas été parmi l'équipe qui a été sélectionnée, c'est Alexis Pernet avec un pas de côté qui a travaillé, mais par contre à ce moment-là je suis rentrée au parc en tant que technicienne et du coup j'ai pu mener l'étude paysage en tant que technicienne en interne au Marais.
Faut savoir que pour un ou une paysagiste, ce type d'étude-là, c'est juste exceptionnel en fait. On travaille sur un territoire complet. Le Marais mouillé, c'est 23 communes, donc c'est quand même un grand territoire. Et on travaille sur une échelle de temps aussi qui est assez importante. Là, on se positionne, la construction d'un paysage, c'est sur 150 ans. Donc là, on est en train de travailler pour le paysage du 22e siècle. Donc c'est assez rare. En tant que paysagiste, souvent on est sur de l'aménagement assez ponctuel et de petite échelle. Là, on est sur vraiment une problématique qui est importante et qui est juste géniale à travailler en tant que paysagiste. Ouais. Ça marche. Donc, je m'appelle Jordan Ancelin, je suis paysagiste pour le parc naturel régional du Marais Poitevin et j'ai fait mes études à l'école de Blois. Voilà, j'ai été diplômée en 2005. J'ai travaillé quelques années en bureau d'études et je suis rentrée au parc naturel en 2015. Donc l'idée du programme de renouvellement de la trame arborée, c'est qu'aujourd'hui on a un territoire qui est planté à 97% de frênes et on a cette maladie qui arrive sur les frênes, la calarose. Donc on a un territoire qui est très peu résilient finalement. On est quasiment sur une monoculture. On pourrait dire ça comme ça, hein, mais ça s'est fait par l'historique et sur des centaines d'années. Mais voilà, nos ancêtres ont planté ou sélectionné quasiment que du frêne comme arbre dans le Marais Poitevin. Et aujourd'hui, on a cette crise sanitaire qui nous arrive dessus, une autre. Et du coup, on va avoir vraiment un impact très fort sur le paysage du Marais. Et l'idée, c'est de diversifier les essences en fait, de sortir de la monoculture du frêne pour aller vers d'autres essences. Donc on va planter du chêne, de l'érable, de l'orme, du peuplier noir, plusieurs essences, mais avec toujours l'idée de garder le motif de l'arbre tétard. En fait, quand on a fait l'étude de 2015 et qu'on a mobilisé les acteurs, les habitants, il y a une chose qui a été assez franche, c'est que tout le monde nous a dit « le Marais, c'est le tétard ». Alors, longtemps on nous a dit le Marais c'est le frêne c'est le tétard. Enfin, chez les maraîchins, frêne et tétard c'est un peu interchangeable. Il a fallu petit à petit qu'on détricote tout ça et qu'on dise bon, ça peut être tétard sans être frêne. Et c'est un peu ça l'idée du programme, c'est de dire on peut faire des tétards avec d'autres essences que du frêne. Et donc gardons le motif paysager qui est identitaire du Marais. L'arbre tétard c'est quand même l'identité même du Marais, mais travaillons là avec d'autres essences. Et nous, on est là pour accompagner les propriétaires à diversifier ces essences-là par un programme de plantation. Il faut savoir que le Marais Poitevin, c'est un territoire qui est très privé. On n'a quasiment pas de grands territoires publics. Hein. C'est un territoire qui est très morcelé et avec des parcelles privées un peu partout. Donc nous, il faut qu'on travaille avec chacun des propriétaires. Il faut aller mobiliser chacun, petite parcelle par petite parcelle, pour l'inciter à planter, à renouveler ses arbres tétards, à les entretenir aussi, hein, parce qu'on a un petit déficit d'entretien sur les arbres, et puis à diversifier les essences. Dès aujourd'hui, en fait l'idée c'est de planter tout de suite, hein, pour que dans 10 ans, les petits arbres qu'on a plantés aujourd'hui puissent prendre le relais, et que la transition se fasse le plus doucement possible. En fait c'est ça notre intérêt nous, c'est que on n'est pas une catastrophe en termes paysagers, et puis des gens qui se disent ah bah tiens qu'est-ce qu'on va faire maintenant, et qu'on est déjà 10 ans de retard on va dire par rapport aux plantations. Donc on intervient maintenant qu'on a les premiers symptômes qui sont encore assez légers, pour prendre de l'avance on va dire sur ce creux paysager qu'on va avoir dans quelques années du fait de la calarose. C'est ce qui a été fait par Estelle et Anaïs. Je suis Julien Leguet, je suis un citoyen du Marais Poitevin, j'habite Arcey. Je suis papa de 3 belles filles, l'amoureux de ma femme et amoureux du Marais. Et à travers cet amour du Marais, ça m'a conduit avec 4 potes il y a 13 ans, 14 ans, à créer une SCOP, une société coopérative qui s'appelle La Fresnaye, et qui est une coopérative qui a développé 2 activités, une activité de centre de découverte. On a repris le camping municipal et depuis on accueille plein de classes vertes et de colos. Moi ça a été mon boulot pendant 13 ans. Et en parallèle de ça, on a monté un atelier de fabrication de yourtes où on invite les gens qui ont envie de faire une yourte à venir la fabriquer avec nous. Et pour ceux qui sont prêts à vivre l'expérience la plus complètement possible, l'aventure peut commencer pour eux dans ce type de boisement-là. On leur propose au mois de janvier de venir récolter les perches qui feront leur maison.
Donc aujourd'hui on est au fin fond du marais d'Arcet pour trouver sur une carte le canal qui passe à côté, c'est le Vieux Bief, et puis 200 mètres derrière il y a la Sèvre niortaise. Donc on est au nord du village d'Arcet, sur une parcelle où depuis 7 ans maintenant on a recréé ce qu'on appelle une terrée, qui est un boisement de frêne tétard. Et donc c'est une parcelle où tous les ans, au mois de janvier, on intervient maintenant pour venir récolter les perches de frêne qui sont sur ces têtards pour en faire des yourtes. Voilà. Et Anaïs, très bien construit le relais là-dessus. Et chaque année, ce qu'on fait, c'est que ces opérations qui durent sur 3 jours, 2-3 jours, on fait ça avec un lycée agricole, le lycée de Sainte-Pezaine, Ouais. un lycée de Niort, où il y a une formation, un bac pro, gestion des milieux naturels. Et donc pendant 3 jours, c'est atelier Taille de trogne. taille de trogne, voilà. La finale passée de printemps, d'ailleurs ça a commencé, hein, là, la coupe elle s'est faite fin janvier, et là on est avril, et puis voilà, ça repart. Mais oui, voilà, le marais Poitevin, maintenant ça fait peut-être 6-7 ans que les premiers cas d'arbres calarosés ont été repérés. Et très clairement notre belle scope qui s'appelle la Fresnaye, pour ça, hein, parce que l'aventure elle commence un jour avec ma compagne Titou, on va récolter des perches de frêne pour faire notre première yourte. Donc c'est vraiment les fondements de la Fresnaye, et le fait qu'aujourd'hui on s'aperçoive que la calarose elle se répand très vite, très clairement pose des questions pour la Fresnaye d'abord. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à bosser en frêne dans les années qui viennent? Il y a très peu de chance. Donc vers quoi on peut se tourner, quel type d'essence? Parce qu'il y a vraiment cette logique d'exploiter la ressource locale, de ne pas faire venir du bois du bout du monde et de recréer ce type de micro-milieu et tout. Alors la calarose, c'est une maladie qui est due à un champignon. Ce champignon, il est originaire d'Asie, il a été importé d'Asie, probablement jusqu'à la Pologne. Et il est arrivé en Pologne dans les années 80, et depuis, on s'est rendu compte qu'il y a une dissémination progressive de l'Est vers l'Ouest. Et cette maladie-là est particulièrement agressive pour les frênes. Donc tous les frênes d'Europe dépérissent depuis cette période-là, de façon assez importante. Et donc la calarose est arrivée à l'est de la France il y a maintenant 10-12 ans. Et petit à petit, on l'a vu avancer, hein, comme on disait, d'est en ouest. Nous, on est à l'ouest du territoire, donc l'avantage, c'est qu'on l'a vu arriver quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on savait que ça allait nous arriver dessus. On profite aussi de la connaissance des territoires de l'Est. Les spécialistes forestiers qui travaillent sur le sujet sont à Nancy, sont venus dans le Marais et ont pu nous expliquer à quoi ressemblait le territoire aujourd'hui chez eux, quels étaient les impacts de la maladie. Donc on a beaucoup profité de ça. L'inconvénient, c'est qu'on sait aussi ce qui va nous arriver, et que c'est malheureusement pas très rassurant, parce que quand on voit ce qui se passe à l'Est, on a vraiment des craintes assez fortes quant à notre territoire et à la survie, on va dire, de toute cette trame arborée justement de frêne. Donc la calarose, elle va se matérialiser notamment par des nécroses sur les jeunes tiges, même à la base des tiges. Et ça, autant on peut avoir sur des boisements où il y a de la compétition vis-à-vis de la lumière, des dépérissements, c'est logique par le manque de lumière. Là on est sur des arbres qui sont quand même très exposés, qui ont un stock de lumière important, et où néanmoins on a du dépérissement. Donc ça c'est un très bon signe, un très bon marqueur de la calarose. Les autres marqueurs plus tard dans la saison, sur des arbres plus anciens, ça va être des dépérissements de houppiers, de la cime des arbres, mais là où aussi il faut regarder, parce que c'est pas des causes uniques, un stress hydrique peut causer ce genre de choses. Donc c'est bien en recoupant ces différentes observations qu'on peut diagnostiquer la calarose. Et donc dans les signes de la calarose, sur des jeunes rameaux, mais même sur des rameaux plus âgés, ça là c'est très caractéristique, cette espèce d'aspect flamèche là. Moi c'est un des éléments qui me permet de le repérer. Et puis faut se rendre compte aussi que quand il va pleuvoir, ça va donner une teinte très orangée.
ça aussi, c'est voilà, par temps humide, tout de suite ça flash, ça fait ressortir ce côté qui peut même prendre des côtés orange fluo, j'exagère à peine, quoi. Voilà. Ça là, Ouais. cette forme en flamèche, ça c'est typique de la calarose. Puis, alors comme c'est des perches qu'on écorce aussi à la main derrière pour faire des perches de frêne, Ouais. moi c'est ça fait 3 ans où quand je pèle, il y a des fois des trucs un peu bizarres, t'as l'impression que c'est spongieux. La couche de surface, elle est un petit peu desquamée. Et voilà, je pense que c'est encore un autre signe de... Et là pour le coup, cette parcelle donc, est expérimentale, hein, où depuis le début, on mesure les résultats de notre intervention, alors tant sur les rendements de perche, mais également en termes de diversification du milieu. À chaque fois que les petits jeunes y viennent, ils font des relevés botaniques, on fait des relevés piaf et compagnie. Et depuis que la calarose est apparue, il y a aussi toute cette dimension de mesurer l'évolution de la calarose avec un protocole tout simple. Chaque année, on les fait intervenir sur une bande. Ils doivent sélectionner 100 pieds. Ils font un carré qui comprend 100 pieds. Et ils mettent un petit nœud blanc à chaque fois qu'ils voient un signe de calarose sur la souche. Et sur la parcelle qui est là-bas, où on a mesuré il y a 2 ans, on était à 10% des plants qui étaient contaminés. On a mesuré ici l'an dernier. D'ailleurs, on voit les vestiges, hein, les petits rubans blancs là, qui restent là sont les arbres où il y a des signes qui étaient apparus. On était à 30%. Et cette année, sur la parcelle qui est là-bas, on va retourner voir et on est plutôt sur 70%. Ça fait 10. Donc, boisement-là, mais c'est derrière. Mais là, c'est encore plus remarquable. Toutes les tiges que tu vois mortes là, ou sèches, tout ça, c'est calarosé. Là, on est à 70% de même au-delà. C'est en ça où, pour moi, c'est une maladie qui touche les arbres, qui est un peu particulière. La plupart des champignons que je connaissais étaient sur des arbres dépérissants, des vieux aules, des vieux ormes, des choses comme ça. Là, c'est vraiment tous les jeunes brins, même en taillis spontanée, qui vont être touchés par la calarose. Donc là-dessus, on réfléchit très sérieusement à ce type de boisement-là, mais avec du saule blanc. Le saule blanc, c'est une espèce qui a toutes les qualités de souplesse et de rigidité pour faire de la yourte. Et en plus, c'est assez rigolo parce que le saule, c'est l'essence première avec lesquelles les yourtes mongoles ont été faites. Donc ce sera un véritable retour aux sources. Peut-être que la frênesse s'appellera la Soleil dans 5 ans ou 10 ans, j'en sais rien. En tout cas, oui, il y a une vraie inquiétude sur le devenir du frêne en tant que tel ici. Et derrière le frêne, toutes les espèces qui en dépendent. Je pense à la rosalie des Alpes, elle s'adapte à d'autres espèces comme le saule et les peupliers, mais l'espèce de prédilection c'est le frêne. Donc vous voyez, il y a ce type d'inquiétude. Il y a aussi une inquiétude sur l'impact du dépérissement de tous les frênes qu'on a autour de nous sur le comblement des voies d'eau. Parce que ça va faire beaucoup de bois mort. Et l'entretien dans le marais mouillé, c'est une des vraies problématiques. Tous les canaux qu'on a là sont artificiels, ont été creusés de main d'homme. Et c'est pas le courant qui les nettoie, c'est le curage. Et dès lors qu'on a une branche qui fait barrage, l'envasement s'accélère. Et une vraie question de fond que j'ai, c'est est-ce qu'il va y avoir l'effort et la passion et l'investissement soit des collectivités, soit des habitants pour continuer à entretenir ce réseau de canaux et de fossés avec un phénomène de calarose qui va accélérer les embâcles. Ouais. Comme on s'y attendait malheureusement. Donc voilà, une inquiétude quand même forte pour tous nos paysages maraîchins qui sont hérités en plus. C'est les frênes qu'on a aujourd'hui, ces gros têtards qu'on a aujourd'hui, ils ont été plantés il y a 150 ans, il y a plusieurs générations qui sont intervenues dessus, sur des mondages réguliers, donc c'est un vrai patrimoine quelque part, et nous c'est ce patrimoine-là qui nous inquiète. Quelque part le frêne, on sait que dans une évolution normale, il ne va pas disparaître, il sera toujours présent, et puis dans quelques centaines d'années, tout ça va probablement s'équilibrer. Mais ce qui nous inquiète, c'est ce patrimoine d'arbres têtards dont on a hérité, qu'on devrait entretenir pour passer aux générations futures. Et ce patrimoine-là, malheureusement, il est vraiment mis à mal par la maladie. Donc on est aujourd'hui,
Il y avait un renouvellement à prévoir aussi. Hein. Ce qu'on disait, ils ont 150 ans, les frênes têtards, pour certains, ils sont déjà un peu abîmés, ils sont déjà en fin de vie, donc il y avait un renouvellement qui était nécessaire, qui n'était pas forcément fait. Et en fait, la calarose accélère quelque part ce phénomène-là de nécessité de renouvellement. Et surtout, nous, le message qu'on porte, c'est de dire, au lieu de renouveler en frêne, renouveler avec d'autres essences, continuez à faire des têtards, continuez à faire vos alignements en bord de fossé, pour qu'on garde ce paysage-là, mais changer d'essence. Et du coup, mon travail, moi, au quotidien, c'est de rencontrer les propriétaires et puis d'ajuster avec eux en fonction des usages de la parcelle, en fonction du terrain, de ce qui est possible de faire sur le terrain, et puis de ce qu'ils vont faire de leur bois, est-ce qu'ils peuvent entretenir régulièrement, est-ce qu'ils font du bois de chauffage, est-ce qu'il y a une problématique de berge ou pas, de choisir les bonnes essences. Et puis ensuite, on organise les chantiers de plantation pour eux. Et ensuite, on leur restitue le chantier et charge à eux d'entretenir sur du long terme après les têtards. Et puis moi, je vais faire un suivi, je vais les accompagner sur du long terme en fait. Effectivement, le programme il se décline en plusieurs volets. Donc il y a d'une part le programme de plantation, l'accompagnement des propriétaires sur les chantiers de plantation, le choix des essences, l'organisation des chantiers et le suivi de tout ça. On va avoir un volet scientifique aussi. Moi je vais faire un suivi scientifique de la maladie. On a 11 placettes dans le Marais, 550 arbres qui ont été marqués et chaque année je vais retourner regarder à quel point la maladie a évolué et puis on donne une note, hein. Il y a des critères de notation par rapport à ça pour savoir si la maladie progresse ou pas et à quelle vitesse. Va y avoir tout ce qui va être connaissance de la maladie à faire passer au grand public aussi. Donc on est sur des documents de communication, de concertation pour faire connaître la problématique, la maladie et toute la connaissance par rapport à ça. Et puis on va être aussi sur des participations un peu différentes. On s'inspire d'une démarche végétale locale, notamment par la production de plants originaires du Marais. Donc on va collecter des graines dans le Marais, les mettre en production à germer, on va dire, dans les serres de La Rochelle, de la ville de La Rochelle. Et ensuite ces petits plants sont mis en croissance dans une pépinière qu'on a créée à Niort et replantés sur les chantiers de plantation. Donc voilà, on met en place des filières de ce type-là. Pour être sûr que nos arbres sont bien adaptés au Marais et puis du coup aussi ça donne à connaître tous les différents stades de l'arbre et quelque part on est dans une vraie logique made in Marais Poitevin quelque part sur la production d'arbres. Voilà, de la graine à l'arbre, tout est resté dans le Marais et ça c'est assez réjouissant quelque part d'en arriver là. Dans les autres actions, on a aussi par exemple un observatoire photographique du paysage qui s'est mis en place. Donc il y a un photographe qui est venu proposer une trentaine de points de vue. Ça s'est fait en 2015 quand on a fait l'étude paysagère et puis depuis, tous les 3 ans,
on relance exactement les mêmes points de vue avec le même cadrage pour voir comment évolue le paysage réellement. Parce que c'est toujours un peu difficile d'estimer ça. On sait que voilà, les arbres vont moins bien, mais quand on le dit comme ça, c'est difficile de mesurer. Donc là, on mesure vraiment par la photographie. On retourne à la même saison, au même horaire, pour faire exactement les mêmes photos et voilà, essayer de mesurer un petit peu la dégradation ou pas du paysage. Il y a des secteurs où voilà, ça se développe et puis il y a des secteurs où ça se dégrade. En tout cas, on le mesure comme ça. Donc 33 points de vue qui ont été et qui sont encore menés par des photographes. Et puis on a intégré aussi un observatoire participatif avec une dizaine d'habitants qui nous ont proposé leur point de vue. L'idée, c'était de voir aussi ce qui pour les habitants représentait le Marais. Donc ils nous ont proposé leurs propres images et c'est eux qui vont les suivre tous les ans là, avec un rythme un peu plus régulier. Donc voilà, on a ce double suivi photographique qui va nous permettre, en avançant dans le temps, de bien mesurer les choses. C'est quand même assez rustique, et eu égard à ces logiques d'accident, on est passé à des machines plus modernes. Je précise que j'ai pas de veste style. Alors, le truc devant, fin de chaîne, bloquer la chaîne, il nous montrera tout à l'heure. Ensuite, pour éviter, si c'est à l'avant, on tombe, on peut retomber. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est un bon réflexe. Derrière, vous trébuchez, votre machine elle tombe derrière vous et puis vous tombez pas sur l'épaule, mais avec le guide derrière. Toujours derrière. Ça peut protéger. Et puis ouais, j'ai juste sorti ça de mon camion pour montrer une autre forme de jambière. Elles sont hyper pratiques à installer sur un pantalon. Et puis voilà, c'est pas si onéreux que ça peut se prêter. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs sur votre chantier, celui qui utilise la tronçonneuse, en théorie, tout le monde devrait être protégé. Sur le chantier, tout le monde devrait être protégé parce que celui qui est à côté peut venir filer un coup de main, peut avoir un rebond, mais au moins l'utilisateur, c'est quand même primordial. Et voilà, c'était juste pour montrer ça. Tu as expliqué vite fait ce que c'était modifié ou pas? On verra plus tard. Est-ce qu'on présente quelque chose maintenant? Si tu veux faire ton nettoyage, moi je vais juste voir le truc. Il va nettoyer, il va s'occuper parce qu'on ne triche pas. Ça me permet de parallèle des choses. Si je me mets à essayer de mettre, vous voyez, je pose les angles. C'est une question d'angle. Et regardez, là je ne suis pas à la hauteur de là. Là, je suis quasiment au deux. Faire comme ça. L'erreur est pédagogique. On n'est pas là pour se juger. Allez voir et puis on en rediscute après. Ça te va? C'est exactement comme ça que je l'ai fait. On demande à un volontaire. Non mais c'est... Ouais. Faut qu'il se... Monsieur, comment vous feriez s'il vous plaît? Faut que le coupe au pied, c'est bien plus ça. Alors, 9 900 € d'amende pour l'abattage d'un frêne tétard. Voilà ce que ça peut... Que ça? Faut voir, faut vraiment Au bien prix où vendre ça. vous allez le revendre, ça devrait marcher. Faut bien vendre le bois après. Non, sérieusement, là, on est sur un frêne tétard. Ouais. Donc, alors attention, évidemment, frêne tétard. C'est les éléments, c'est le terme qu'on prend tout le temps. Mais demain, ce sera érable, champêtre, tétard, ce sera chêne, tétard, ce sera ce que l'on veut. L'idée, c'est juste que quand un homme est intervenu pour étêter un arbre, la pousse n'est plus donc naturelle. L'homme est intervenu régulièrement. L'insertion de chaque branche n'a pas la même résistance mécanique que si l'arbre avait avait poussé naturellement. En fait, là, un homme est venu à telle ou telle date, plusieurs fois. On a émondé le frêne à telle ou telle hauteur. Il y en a qui sont plus bas, il y en a qui sont plus hauts, patati patata. Juste la problématique, l'insertion de cette branche, là, à cet endroit-là, c'est pas la même résistance mécanique. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où l'homme est intervenu, l'homme doit réintervenir. Ok? Ça, c'est déjà le truc. Donc, si vous êtes en présence de platane, tétard, tilleul, patati patata, on s'en fiche. La technique de coupe est strictement identique. Après, il y a des bois qui sont plus fragiles que d'autres et ainsi de suite. Mais là, voilà, ça c'est encore un peu plus précis. L'idée, voilà, là, je vous laisse finir, excusez-moi. C'est votre travail. Hein. Alors, on prend soin de l'humain parce qu'on prend soin du marais. Et que le marais, c'est un milieu naturel façonné par l'humain.
Donc on est forcément obligé de prendre soin des deux en même temps. On prend soin de l'humain en l'accompagnant essentiellement. C'est vrai qu'il y a petit à petit on va pas dire un abandon, mais les gens s'éloignent un petit peu du marais parce qu'on vit moins du marais, parce qu'on vit moins dans le marais, parce que nos métiers nous écartent un petit peu de tout ce territoire-là le plus souvent. Donc on travaille sur la connaissance, le savoir-faire, les gestes. Pendant longtemps, les gens apprenaient les gestes de leurs grands-parents ou de leurs parents, et puis ça se perd un petit peu. Donc nous on est là aussi pour faire perdurer tous ces gestes-là, toute cette connaissance. Et on travaille beaucoup par stage en fait. En fait on profite de tout ce programme, les plantations, pour mettre en place des stages sur l'émondage des têtards. Donc là des gros têtards qu'on a, des frênes de notre patrimoine de frênes. Donc on a un stage tronçonneuse on va dire, où on apprend aux gens à émonder correctement. Et puis là petit à petit avec le programme de plantation, on fait des stages aussi sur la formation des jeunes têtards, la création de boutures en même temps, la collecte de graines. Donc voilà, on va créer des petits moments comme ça où les gens vont pouvoir glaner des connaissances petit à petit, se croiser aussi. Nous, ça nous intéresse beaucoup que les gens rediscutent entre eux, se croisent, que les habitants qui bénéficient du programme se connaissent. Et puis petit à petit, il y en a un qui vient aider l'autre à faire ses têtards. Voilà, il y a un vrai échange qui se crée par rapport à ça. Et une vraie dynamique. On a plus d'une centaine de propriétaires qui ont déjà planté. L'année prochaine, on en a 75 nouveaux. Donc voilà, c'est quelque part, c'est aussi remettre en marche une dynamique au sein du marais qui a pu se perdre un petit peu pendant quelques années. On se rend compte que souvent il faut des crises pour que les gens se rapprochent, on l'a bien vu cette année. Mais ça a été la même chose par exemple quand il y a eu la tempête de 99 où il y a eu une nouvelle énergie qui s'est mise sur le marais et on a vu se réentretenir des parcelles qui n'étaient plus. Là on sait que la Calarose ça va être quelque part une opportunité aussi de relancer un petit peu cette dynamique-là. Donc voilà, on prend soin de l'humain le plus possible de cette façon-là. Et puis moi mon travail c'est, je dis souvent que je fais de la dentelle parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur des toutes petites parcelles, on travaille propriétaire par propriétaire. C'est pas des programmes de plantation où on va faire 4 km d'un coup et c'est parti quoi. C'est vraiment, on va planter 20 arbres ici, 50 là, les plus gros projets on fait une centaine d'arbres. C'est tout petit quelque part. Mais voilà, petit à petit, on reboucle les mailles et du coup, voilà, projet par projet, on vient rafistoler tranquillement tout ça, quoi. Avec un grand T. Et de R. Et de R. On prend soin de la terre parce qu'on prend soin d'un milieu. Le marais Poitevin, c'est un milieu qui est exceptionnel, qui est d'une richesse incroyable et qui est cet équilibre juste, en tout cas, il nous semble, entre justement l'environnement et l'humain. On est sur un agro-écosystème, on appelle ça comme ça. Le marais sans l'humain, ce serait un marécage touffu et une très forte biodiversité aussi, mais avec moins de diversité de milieux. Là, on a des prairies, on a des peupleraies, on a des forêts, on a des alignements, on a des peuplements spontanés. Et quelque part, c'est cette mosaïque-là qui fait qu'on a des écosystèmes qui sont très intéressants et une faune qui est très diversifiée. C'est la diversification qu'on va aller chercher. Donc du coup, en travaillant sur la préservation du milieu, pour moi, on travaille sur la préservation de la terre. Mais le chef que t'as mis là-bas,
La réponse, elle est un peu dans la question, parce qu'en fait, les interdépendances à l'échelle planétaire, c'est un peu elles qui nous ont amené la calarose. En fait, la maladie, elle est arrivée d'Asie, par la Pologne, parce qu'il y a des échanges de végétaux. Donc on a accéléré, en fait, quelque part, des déplacements qui se font naturellement. Hein. Voilà, il y a toujours eu des déplacements d'espèces, mais là, on a vraiment accéléré les choses. Il y a une calarose asiatique sur les frênes asiatiques et tout se passe bien. Il y a une calarose européenne sur les frênes européens, tout va bien. Mais là, on a croisé les choses. Donc cette crise-là, elle est due à une accentuation des échanges. C'est souvent le cas sur les crises sanitaires qui sont liées aux végétaux. Hein. On a eu pas mal de cas historiques, on va dire, par rapport à ça. Donc cette problématique-là, elle est déjà planétaire quelque part. Aujourd'hui, quand on cherche des frênes qui seraient résistants, il faut chercher des frênes qui sont résistants à la calarose, et qui sont résistants aussi à l'agril, parce que il se trouve qu'en Amérique du Nord, il y a un petit insecte qui crée des dégâts très forts aussi sur les frênes. Donc en fait, on a plusieurs problématiques à l'échelle planétaire qui ont un impact sur nous déjà dans le marais. Et à contrario, nous, les solutions qu'on va pouvoir mettre en place dans le marais, peut-être qu'elles peuvent à un moment aussi inspirer d'autres territoires. Et puis on est sur un territoire qui a une vraie particularité, une vraie spécificité, on va dire, à l'échelle internationale. Hein. Le Marais Poitevin et ses alignements d'arbres têtards, c'est des patrimoines qui sont remarquables à l'échelle internationale. Donc voilà, on a beau se dire qu'on travaille un tout petit territoire, et puis les gens souvent me disent « mais moi c'est pas grand chose, j'ai juste ma petite parcelle », ils font partie d'un plus grand tout qui fait lui-même partie d'un territoire vraiment remarquable. Donc moi j'y crois assez, c'est vraiment en prenant soin de son chez-soi quotidien qu'on prend soin de la Terre de façon plus globale de toute façon. Les solutions elles sont locales et pour une problématique globale, ça on le sait. Pour contribuer à ce programme, alors si vous êtes habitant du Marais Poitevin, la meilleure façon de contribuer, si vous avez des terrains dans le marais, ça va être de planter. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Le parc naturel est là pour ça, on organise des chantiers de plantation, on se rencontre, on discute de tout ça. Et nous, on sera ravis de venir voir chez vous ce qu'on peut faire. Donc pour les habitants propriétaires de parcelles, aucune hésitation. Pour les habitants qui n'ont pas de parcelles dans le marais, vous pouvez toujours participer à la collecte de graines, à l'observatoire photographique aussi. Donc voilà, on a ces deux entrées-là qui fonctionnent. Et puis pour les amoureux du marais de façon plus globale, on a aussi une souscription publique qui a été mise en place par la Fondation du Patrimoine. Donc vous pouvez faire un don qui sera utilisé directement dans le programme de plantation pour replanter les arbres têtards de demain. Et puis de façon plus générale, moi je dirais venez visiter le marais parce que c'est aussi, voilà, c'est en connaissant ce territoire et en le parcourant et en l'aimant qu'on réussira petit à petit à le protéger. Donc voilà, il y a plein de façons d'agir et de montrer son amour pour le marais. Ouais, alors pour suivre l'avancée du programme, pour le plus simple et pour les plus branchés, ce serait de suivre le groupe Facebook Paysage Marais Poitevin que je mets à jour régulièrement et sur lequel j'essaie de montrer l'évolution de tout ça. Voilà, on a 300 membres ou 350 membres aujourd'hui, donc pas mal de gens qui sont extérieurs au marais, qui échangent soit des photos, des balades, enfin voilà, c'est vraiment des amoureux du marais qui s'échangent des petits trucs, et puis moi j'intègre voilà, des petites actus sur on a fait tel stage bouture et regardez les boutures elles ont pris 3 mois après, on va les voir. Voilà, ou dans les chantiers de plantation on montre petit à petit les choses. Et puis toute l'info est en ligne sur le site du parc, de façon un peu plus institutionnelle en tout cas. On a une carte en ligne aussi qui permet d'aller voir tous les chantiers qui sont faits au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui on commence à en avoir une petite myriade, c'est assez intéressant d'aller voir plus précisément ce qui a été planté à quel endroit. Donc voilà, l'info est surtout en ligne pour l'instant. Après, petit à petit aussi, voilà, il y a des balades qui se mettent en place. Pour l'année dernière, on en a fait pour les Journées du Patrimoine, par exemple. Donc voilà, sur des occasions comme ça, on emmène les gens dans le marais, on réexplique la problématique et puis on montre les chantiers pour voir ce qui s'est fait. Donc là aussi, plusieurs occasions de suivre les choses.
Est-ce que tu as un petit mot pour les générations futures? Ou pas? Bah, si j'ai un petit mot aux générations futures et qu'il est reçu, c'est qu'on n'aura pas si mal fait le boulot que ça. C'est qu'il y a des générations futures. Donc ça veut dire que peut-être qu'on aura compris là dans ce contexte de réchauffement climatique qu'il fallait planter des arbres en quantité. Là je vois bien autour de chez nous la situation dans laquelle on est aujourd'hui, chers enfants, c'est que le désert avance. Et il va avancer de plus en plus, hein, puisqu'on nous annonce des réchauffements de l'ordre de 5 degrés dans les années qui viennent. Et quand on regarde le Marais Poitevin, mais également tout le pourtour, tout le bassin versant, c'est que de la plaine céréalière nue, avec un sol qui part avec le vent, etc. Et aujourd'hui, on a urgence à aller planter tout un tas d'arbres pour que le désert ne se fasse pas. Donc, génération future, coucou, c'est cool que vous soyez là. Un mot pour les générations futures, je dirais planter. Nos ancêtres ont planté. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour planter. Et puis les générations futures, il faudra planter aussi. Donc voilà, c'est un effort de plantation qui est permanent, mais qui fait qu'on a et qu'on aura un paysage arboré dans toute sa dimension. En tout cas, je pense que voilà, le Marais Poitevin mérite qu'on fasse cet effort-là, parce que quand on voit aujourd'hui le trésor qu'on a, il va falloir là aussi le faire perdurer. Donc plantez, continuez à émonder vos arbres, apprenez à faire les têtards, apprenez-le à vos enfants, et petit à petit on arrivera à faire perdurer tout ça. Merci Jordan. Merci Maxime. À bientôt. Ouais.